Salut, c'est Guillaume Nicolas. Vous écoutez C'est le moment, le podcast qui fouille notre mémoire sériephile et qui sélectionne les moments qui nous ont marqués. Encore traumatisé par une mort, toujours anéanti par un adieu ou une fin prématurée, se marrer à nouveau d'une blague, en un mot, les moments qui nous ont marqués. Vous savez, quand on en parle, ça donne « Vous vous souvenez ? C'est le moment où... » If the apocalypse comes, beat me. I am the danger. You have to go back, kid. Winter is coming. Everybody lies. Come at the king, you best not miss. S'il y avait un anneau pour les gouverner tous, c'est pareil pour les moments, en tout cas mes moments. Celui un peu plus haut, un peu plus fort et un peu plus mémorable. Le meilleur moment, même s'il ne fait pas passer un bon moment. Celui que j'ai retardé d'écrire. Parce que c'est intimidant d'aborder ainsi quelque chose d'aussi important. On a peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas lui rendre justice, d'être incapable de mettre des mots sur des émotions. D'ailleurs, ce n'est pas valable que pour ce moment. D'autres épisodes du podcast auraient peut-être mérité d'autres mots, d'autres façons de dire comment ils m'ont marqué ou marqué les mémoires sériphiles. Peut-être que certains épisodes ont pu vous sembler plus faibles ou n'ont pas répondu à la puissance de votre ressenti. Mais c'est toujours difficile de retranscrire ce que l'on a pu vivre intérieurement. Et si j'ai toujours affirmé que je ne parlais que de mon expérience personnelle, on sait très bien qu'un art aussi populaire que la série possède une dimension collective. Alors malgré les doutes et les hésitations, il faut se jeter à l'eau, se retrousser les manches et commencer à réfléchir à comment on va en parler. Ou peut-être ne pas trop réfléchir justement. Lâcher prise, comme Betty de Dead Like Me. On en parlait dans l'épisode 10 de la 2e saison. Lâcher prise, comme ce que nous demandent Brit Marling et les Albert Manglish dans The OA. Ça c'était en saison 1, le 5e épisode. Et c'est un peu ce que nous disait Charlotte Bloom dans son épisode où elle revenait sur une séquence de The Leftovers, saison 1, épisode 17. Quand j'ai pensé au concept du podcast, j'avais ce moment en tête. J'en avais d'autres évidemment, certains passages obligés comme on dit, le final de la saison 2 de Millennium par exemple, et étonnamment je n'ai pas ressenti la même pression en l'enregistrant. Saison 2 épisode 6, si jamais vous êtes passé à côté. Ça commence à sonner comme une intro best-of ou des adieux. Mais non, ce n'est pas le dernier épisode du podcast, encore moins un bottle épisode, vous savez, ceux qui sont construits à partir de bouts de flashback, ou qui minimisent drastiquement les coûts de production en limitant les décors, les acteurs ou les effets spéciaux. Et finir l'aventure du podcast au 4e épisode d'une nouvelle saison, ça n'a pas beaucoup de sens de toute façon. Vous savez qu'on est adepte des saisons longues ici. Mais peut-être qu'écrire tous ces épisodes m'ont petit à petit mené à celui-ci. Comme un jeu vidéo où il faut passer par des étapes avant d'attaquer le boss final. Une construction logique qui suivrait un plan comme des Lego. Et essayer de griller une étape de ces diaboliques petites briques, vous en sortirez jamais indemne. Donc c'est le moment, celui d'une découverte horrible. C'est le moment où l'on voit sa mère allongée sur le canapé. Hey, flower getting lady. You want me to pick Dawn up from school? Mom? What are you doing? Mom? Mom? Mommy? Mom, 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 Mom! Saison 5, épisode 16. Pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers de Buffy contre les vampires, c'est une série qui tord un peu le cou aux conventions et fait de la jolie belle blonde du lycée non pas la victime, mais celle qui botte les fesses des méchants. In every generation there is a chosen one. She alone will stand against the vampires, the demons, and the forces of darkness. She is the Slayer. À chaque génération, il y a une élue, seule, elle devra affronter les vampires, les démons et les forces du mal. Elle est la tueuse. Voilà comment sont introduits chaque épisode, résumant en quelques mots la mythologie de la série. Mais si on remonte un peu plus loin, avant il y a eu un film avec Luke Perry et Donald Sutherland, qui s'il a posé grosso modo les bases, a davantage fait pour la culture des navets que la richesse du 7e art.
Comme quoi, avec le meilleur compost, on peut faire pousser les plus belles roses. Buffy, c'est l'idée même que l'on se fait du teen show et du récit initiatique. C'est la caverne de Platon, où les tourments adolescents sont projetés sur un récit fantastique, le tout dans une ambiance pop très référencée avec un excellent sens de la formule. On grandit devant Buffy, on s'investit, on réfléchit à notre propre condition, à notre place dans le monde. Et si son esthétique très fin des années 90 avec un bestiaire fantastique façon carton-pâte pourrait la figer dans le temps, elle s'avère toujours aussi pertinente 20 ans plus tard. La marque des grandes œuvres. Aujourd'hui, on ne compte plus les études, surtout outre-Atlantique, sur la série, et récemment, la journaliste Marion Ollité a également écrit un joli livre sur le sujet pour celles et ceux qui souhaiteraient se renseigner sur la richesse incroyable de Buffy. Quand on mentionne Buffy, on pense forcément aux vampires, au Scooby Gang, à la romance avec Angel, à la paire Spike et Drusilla, aux effets spéciaux approximatifs, au maquillage discutable et à quelques épisodes mémorables. Demandez à un ou une fan et vous verrez des consensus se former. Par exemple, ce moment. Je ne vais pas citer les autres, je les garde en réserve pour plus tard. Ce moment donc, l'un des plus célèbres, l'un des plus gorants, un moment qui est en fait un épisode entier et qui débute l'épisode d'avant. Buffy rentre chez elle après avoir annulé son rendez-vous avec Ben, estimant qu'un petit ami n'était pas ce dont elle avait besoin actuellement. Elle découvre sa mère inanimée sur le canapé dans une position guère naturelle. Fin de l'épisode, le suivant reprendra une semaine plus tard, exactement là où on l'avait laissé. Donc la tueuse appelle sa mère, la découvre avachie sur le canapé de façon un peu étrange, et quand la caméra s'approche du visage de la femme, on aperçoit une expression un peu grotesque. Si Buffy ne comprend pas tout de suite, nous on a saisi, Joyce est morte. Ce n'est pas la première fois qu'un personnage important meurt dans la série. On est encore traumatisé par la mort de Jenny Calendar en saison 2, le coup brisé par Angelus. Et je ne parle pas de... dans la saison 6. Mais ce que l'on apprendra plus tard dans l'épisode, c'est que Joyce est morte d'une rupture d'anévrisme. Une mort naturelle. Aucun vampire, aucun sort étrange, aucun démon, aucune machine n'est responsable. Il n'y a personne à blâmer, aucune vengeance à fomenter, aucune incantation à conjurer. C'est cette banalité qui rend la mort aussi brutale et insupportable. Et c'est aussi cet aspect prosaïque qui donne le style de cet épisode. Ici, pas d'effets spéciaux, pas de maquillage, il n'y aura même pas de musique. La caméra se fait plus portée, heurtée, les plans sont longs, les séquences également qui fonctionnent un peu comme des tableaux. Il y a d'abord la découverte du corps, l'appel au secours, l'attente, dans une figuration très naturaliste en quasi-temps réel. D'un coup, on n'a plus l'impression d'être dans une série fantastique mais dans un drame hyper naturaliste. Les silences sont assourdissants, le temps semble s'écouler au ralenti. On perd nos repères, à l'image d'une Buffy très à l'aise quand il s'agit de dessouder du vampire, et totalement dépourvue devant le corps inerte de sa mère. Je ne sais pas trop si l'ambiance est étouffante ou tout simplement moi qui retenais mon souffle, mais on ne respire pas beaucoup durant ces longues minutes, car tout est beaucoup trop réel. Le réalisme, c'est très souvent un faux ami. On ne le cherche pas toujours pour de bonnes raisons, et quand c'est le cas, sa réussite n'apporte finalement pas grand-chose. Car le réalisme ne représente rien, sinon la tentative de reproduire notre réalité. Mais si on remarque et aime souvent dire que la réalité dépasse la fiction, avec plein de bonnes raisons de le dire, il demeure que la fiction repose sur des règles qui n'ont que peu à voir avec la réalité. Ce n'est pas le réalisme que l'on essaie d'obtenir, c'est l'authenticité. Cette impression ou sensation que ce que l'on voit ou éprouve est vrai. Et bien pour cette longue première séquence de l'épisode, malgré tout ce que je viens de dire, j'ai tout de même envie de dire qu'elle est extrêmement réaliste. Parce qu'on tord un peu les règles, les mesures, les outils. Aucun épisode de Buffy n'a ressemblé à ça jusqu'à présent. On a l'impression de ne plus être devant la même série, et ce n'est pas un reproche. Parce que les règles ont effectivement changé. Il n'y a pas de monstres à affronter, pas de sorts à jeter, d'objets magiques à récupérer, pas de quêtes prédestinées, de prophéties à accomplir ou à démonter. Il y a ce corps inerte, les secours au bout du fil, et les premiers gestes à accomplir, Giles à prévenir, et du vide, de l'attente. Des choses hyper pragmatiques, affreusement banales, et pourtant extraordinaires. Rarement une série n'aura montré de façon aussi frontale l'expérience de la mort et du deuil. Il y a la découverte et cette sensation de vivre dans un état second. Les images, les mots sont là, mais on les voit, on les perçoit de loin. On les entend, mais pas sûr de les écouter ou de les comprendre. Puis l'annonce. Communiquer la mauvaise nouvelle à Dawn, la petite sœur de Buffy. What's going on? Something's going on. Let's go outside. No, tell me what's going on. It's bad news. Well, what is it? What happened?
It's bad. Please, can we... Where's Mom? Mom had an accident. Or, something went wrong from the tumor. Is she okay? Is she... But she's okay. But it's serious. But... Dawn. La séquence nous manipule un peu au début puisqu'on la découvre en larmes dans les toilettes des filles. Mais ce n'est pas pour cette raison qu'elle pleure, mais pour une autre beaucoup plus futile, même si pour la jeune adolescente ça représente à ce moment la fin du monde. On grince un peu, mais ça veut aussi dire qu'on va avoir droit à la fameuse scène. Joss Whedon jouera la carte de la pudeur et filmera la scène de loin dans la classe, sans le son. Et c'est peut-être plus terrible encore, car ça joue sur la suggestion. On imagine les mots comme on voit la réaction de Dawn qui s'écroule dans un sanglot lointain déchirant. Après l'apnée de la première séquence, on est désormais une flaque. À ce temps suspendu où l'on doit assimiler les informations, on devient Dawn, se laissant aller à une émotion brute qui nous balaye. La séquence n'est pas longue, mais elle suffit à nous dévaster. Celle qui suit voit les autres membres du Scooby Gang attendre et assimiler l'événement. Réunis dans la chambre d'étudiante de Willow, qui cherche tant bien que mal quelle tenue mettre. Tara tente de soutenir Willow tant que faire se peut. Xander finit par mettre son poing dans un mur. Anya pose des questions qu'on trouverait inappropriées si on oubliait qu'elle était une ex-démon, peu au courant des traditions humaines. Ce qu'elle assume être dans un monologue qui témoigne d'une profonde et sincère douleur. But I don't understand. I don't understand how this all happens. How we go through this. I mean, I knew her, and then there's just a body. And I don't understand why she just can't get back in it and not be dead anymore. It's stupid. It's mortal and stupid. And Xander's crying and not talking, and I was having fruit punch, and I thought, well, Joyce will never have any more fruit punch. Ever, and she'll never have eggs, or yawn, or brush her hair, not ever, and no one will explain to me why. Ces trois séquences montrent la décomposition non pas des étapes du deuil, mais de son impact et de sa propagation. Du choc de la découverte, du côté très terre-à-terre du déroulement des événements jusqu'à l'annonce et l'attente de la suite. Ça donne une chronologie très programmatique à l'épisode, qui tente ainsi de reproduire le plus fidèlement possible cette journée dans la vie de Buffy et celle de ses amis. On n'est plus dans une série fantastique, du moins dans les 3/4 de l'épisode. On est dans un drame. Et on n'est plus vraiment dans un teen show, on a basculé dans le monde adulte, celui des responsabilités, celui où nos actions n'engagent plus seulement nous, mais les gens qui dépendent de nous. Buffy contre les vampires a eu cette force, celle de grandir en même temps que son audience. Pour peu que nos âges se soient synchronisés dès le départ, on a ainsi passé les étapes de la vie adolescente et entré dans le monde adulte. Pour Buffy, cela passe par des épreuves incroyables et douloureuses, et celle qui se déroule dans cet épisode est probablement la pire de toutes. Mais à partir de ce moment, la série va gagner une autre dimension. Elle ne va pas se renier, oublier sa mythologie et changer du tout au tout. Au contraire, elle va évoluer, faire de cet instant dramatique d'une authenticité désarmante une nouvelle dynamique. Les séries longues, quand elles sont bien écrites, grandissent, évoluent, parfois dans une direction qui ne nous plaît guère ou nous intéresse moins, mais c'est le choix des auteurs et autrices, et s'il reste fondé, on doit accepter cette décision. D'autres fois, c'est pour de mauvaises raisons, et là, la série sombre. Joss Whedon et ses scénaristes ont orchestré peut-être le plus beau et bouleversant point de bascule, le plus grand épisode sur le deuil immédiat, auquel on doit faire face en prenant des décisions ou suivant des directives administratives. Celui que l'on doit annoncer à nos proches. Celui qui nous laisse dans une expectative douloureuse sur la marche à suivre pour la suite. Celui que l'on n'arrive pas à comprendre. Celui qui nous laisse désarmés. Celui que l'on subit. L'écriture, la réalisation, le jeu, tout est réussi à la perfection pour rendre cet épisode plus grand que tous les autres. Et ce moment, le plus grand moment, c'est le moment où la mère de Buffy meurt.
Vous venez d'écouter C'est le moment. Ce podcast est totalement indépendant et autoproduit. Vous pouvez le soutenir via sa page Patreon et le retrouver sur tous les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles dans le texte descriptif de l'épisode. Merci et à suivre.